Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'UEFA Champions League. Comme vous le savez, à place au huitième de finale de cette prestigieuse des compétitions au niveau de l'Europe. On va beaucoup plus s'appesantir dans cette émission sur le match phare qui oppose tout à l'heure l'équipe du Paris Saint-Germain à Liverpool. Deux mastodontes du foot au niveau de l'Europe qui s'affrontent sous peu dans le cadre de la manche aller de cette phase de compétition. On va décortiquer certainement les forces en présence pour les deux formations, mais aussi les contours relatifs à cette explication sous peu. Bienvenue. Et pour en discuter, j'ai le privilège d'accueillir sur ces plateaux de WAB Info TV deux éminents analystes sportifs, également journalistes sportifs. À ma droite, Gaëtan Kombi, l'habitué de cette émission. Bonjour Gaëtan et bienvenue. Bonjour cher Richard. Ça va? Oh oui, ça va très bien. Et à ma gauche, je suis avec Yayous, un analyste également qui est très connu dans la ville touristique de Goma. Bonjour Yayous et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en forme? On est en super forme et ça se passe très bien. Avec les deux, on va certainement parler de ces matchs qui démarrent sous peu. Le Paris Saint-Germain accueille Liverpool. Ces matchs vont se disputer effectivement au Parc des Princes, le mythique stade parisien qui accueille les deux formations dans quelques instants. On va déjà planter les décors de cette explication, mais avant cela, d'abord il faut quand même le dire, Gaëtan, les deux formations qui s'affrontent sous peu sont dans de bonnes dispositions dans leurs championnats respectifs, intraitables, s'il faut le dire ainsi, entre guillemets, si c'est pas trop dire. Mais comme il faut dire que ce soit Liverpool ou Paris Saint-Germain, ces deux équipes dominent largement les débats au niveau de leur championnat domestique. En effet, parce qu'il s'agit là des deux leaders de leurs championnats respectifs. D'une part, le PSG qui survole en Ligue 1 et qui sera probablement champion du championnat de France. Et d'autre part, Liverpool qui a déjà pris un matelas confortable sur son dauphin en Angleterre et qui sera aussi forcément champion d'Angleterre. Oui, c'est un match au sommet entre deux équipes qui survolent leurs championnats respectifs. Liverpool, je crois que c'est une seule défaite en championnat cette saison, 4 et toutes compétitions confondues, dont 2 en coupe et une seulement en Ligue des Champions et une autre en championnat. Donc le PSG, la dernière défaite remonte quand même en novembre. Ça veut dire qu'on est en face quand même de deux mastodontes, comme vous l'avez dit, en Europe, qui survolent leurs championnats respectifs et qui sont en très très grande forme depuis quelques semaines. Donc on ne peut que s'attendre à un choc des titans, comme on peut le dire. Un choc des titans, il faut le dire, Yayous, parce que certainement les deux équipes n'ont plus rien à prouver dans leur championnat, sauf cataclysme. Ces deux équipes seront sacrées ça sera un très très grand classique du football européen. On ne pouvait rêver mieux. C'est comme une finale avant l'heure finalement, parce que comme il était en train de le dire Gaëtan Kombi, en tout cas ce sont deux équipes qui sont sur une dynamique en tout cas ascendante. Tu vois une équipe comme Liverpool qui n'a perdu qu'une seule fois en Ligue des Champions, avec sa force des frappes en attaque qui détiennent normalement en ce moment le meilleur joueur du monde, Mohamed Salah, qui va en tout cas s'opposer à la jeunesse parisienne avec également son armada offensif composé effectivement du jeune Bradley Barcola que j'aime bien, du surdoué Désiré Doué, et également Ousmane Dembélé dont on va sûrement parler. Sûr, parce qu'il est au meilleur de sa forme. En tout cas, ça sera un très très grand match. Et puis le match, il va se jouer au parc, un terrain qui ne sourit pas effectivement à Liverpool, 2 défaites lors des dernières confrontations. En tout cas, j'ai hâte de suivre cette rencontre. Il faut certainement le dire, ce match va se disputer au Parc des Princes, le mythique stade parisien, qui va refuser du monde, parce que certainement c'est un match à guichet fermé, à coup sûr. Tout le monde qui veut voir le Paris Saint-Germain déjà se mettre dans des bonnes dispositions, comme je l'ai dit, en liminaire face à un adversaire de taille, parce que Liverpool aujourd'hui, quand même au niveau européen, c'est peut-être les meilleurs clubs, si on peut se permettre de le dire, ou un des meilleurs clubs sur l'échiquier continental en Europe. En tout cas, pour ce match, il n'y a pas photo. C'est au moins plus de 46 000 spectateurs pour le Paris Saint-Germain sur place au stade, contre seulement 2 000 pour Liverpool. Donc ça veut dire quand même que les Anglais, pour la plupart, ils n'ont pas voulu quand même effectuer les déplacements vers Paris, attendant le match retour de ces côtés-là.
À côté, quand même, supporters, il y aura du monde, surtout le Paris Saint-Germain, sera soutenu par son public. Effectivement, il y en aura. On sait tous que les matchs se joueront à guichet fermé. C'est les meilleurs matchs de la saison pour le Paris Saint-Germain. Le rare grand match. Un des derniers matchs, pourquoi pas? Un des derniers matchs au Parc des Princes, certainement qu'il y aura Marseille aussi qui arrivera là-bas. Donc, en Ligue des Champions, ce n'est pas exclu que ce soit un dernier match pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ça sent possible. Oui, c'est possible parce que le match retour à Anfield sera très compliqué. Donc, le PSG tentera de capitaliser ces matchs aller pour prendre un matelas confortable afin d'aller à Liverpool avec un avantage assez considérable. Oui, lorsque nous essayons un peu de voir les déséquilibres qu'il y aura entre les supporters, d'une part le Paris Saint-Germain qui sera à 99%, qui aura les 99% un stade acquis à sa cause. 46 229 places réservées au Paris Saint-Germain, seulement contre les 2000 pour le Liverpool. Oui, justement, mais on connaît tous les tempéraments de supporters anglais. Ils peuvent être 10 ou 12, mais ils vont faire énormément de bruit. Liverpool aussi, ça reste, surtout Liverpool, ça reste une équipe qui a le meilleur public au monde, si on peut le dire ainsi, un public un peu chambreur, un public un peu au tempérament volcanique. Donc les 2000 là, ne vous en faites pas, ça peut faire du bruit des 40 000 personnes. Tout dépendra du dénouement du match. Et donc, moi, je pense qu'on est là sur un vrai match des Ligues des Champions. Et moi, je pense qu'on va se régaler. Les supporters de Liverpool, pour la plupart, n'ont pas voulu effectuer le déplacement vers Paris. En principe, c'était 3000 places réservées pour les raids. Mais d'après nos informations, il n'y a que 2000. Qui vont se présenter, 2000 supporters de Liverpool qui vont se présenter. D'ailleurs, pour la plupart, ce sont quand même des raids qui sont basés à Paris ou en France. Effectivement, bien sûr, ça doit forcément être dû aux événements qui s'étaient déroulés par rapport à la finale lorsque Liverpool était allé jouer les Real à Paris. En tout cas, la police française n'avait pas été clémente envers les supporters anglais qui ont forcément dû boycotter le déplacement de venir à Paris par rapport au traitement de ce qui s'était passé. Mais en fait, je pense, comme il était en train de le dire Gaëtan, les supporters anglais, ils sont connus, ils sont réputés par rapport à leur ferveur. Ce sont des supporters qui se donnent à fond. Tout dépendra de la dynamique du match. En fait, et je suis en train de dire que ce match sera très déterminant par rapport à quelle équipe va se qualifier. Parce qu'effectivement, vous le savez, les matchs retour, ça sera à Anfield. Il n'y a pas photo sur ce qui a de la capacité du stade. Nous, il y a 60 000 places à Anfield. C'est pas pareil comme à Paris. Mais en tout cas, si Paris veut vraiment se donner toutes les chances, c'est sur ces matchs qu'il faut vraiment tout prouver. En tout cas, et que son public soit à la hauteur de l'événement. Déjà, côté parisien, ce n'est pas forcément le meilleur public au monde parce que des fois, ça ne supporte pas comme il se doit les joueurs sur le terrain. Il suffit justement qu'il y ait ces moments de faiblesse. Absolument. Il faut me dire aussi que c'est un des derniers matchs pour les deux formations à coup sûr. C'est déjà une phase d'élimination directe au bout des deux confrontations. Il faut à tout prix faire de son mieux du côté parisien pour jouer la véritable partition, surtout pour les supporters. Et aussi pour ceux de Liverpool qui seront présents au stade, il faut à tout prix accompagner ces joueurs. Effectivement, bien sûr, parce que là, en tout cas, avoir une telle affiche en ce moment de la compétition, en tout cas, personne ne pouvait rêver mieux. Et puis Liverpool pensait peut-être finir premier, aller lui éviter ces risques de croiser des grandes formations comme ça d'entrée. Mais voilà, c'est la beauté du football. Ils vont les prendre comme ça. Et puis voilà, on espère en tout cas que la meilleure équipe passera pour la prochaine étape. Déjà, sur le papier, Gaëtan, la meilleure équipe, c'est Liverpool à coup sûr, qui s'était qualifié sans peine d'ailleurs, au bout du premier tour. Côté parisien, comme il fallait passer par les barrages, avec ces matchs, ces doubles matchs gagnés sans beaucoup de difficultés face à Brest, un choc 100% français. Sur le papier, il n'y a pas photo, c'est Liverpool. À mon avis, il y a photo parce que sur le papier, je dis bien, pas sur le terrain. Même sur papier, je reste un peu équilibré, si vous allez me permettre, parce que le Paris Saint-Germain, oui, ça paraît un peu déséquilibré par rapport à Liverpool, vu les débuts de saison du Paris Saint-Germain, et surtout vu ses résultats face aux gros cylindrés d'Europe. Ils ont perdu face à Arsenal, ils ont perdu face au Bayern, une équipe qui n'est pas du tout bien assise cette saison. Mais là, ils sont sur une telle dynamique qu'on s'est dit qu'ils ont aussi inversé
la tendance en Une telle quelques, dynamique en beaucoup quelques plus en semaines. championnat, mais pas en En Ligue des effet, Champions, on cette sait, saison. on ne peut jamais douter de la qualité, par exemple, des joueurs du Paris Saint-Germain. C'est qu'ils ont su montrer en si peu de temps, sur les précédents matchs, ils en ont mis 7, je crois, à Brest. Ils ont mis une tonne de buts. Et on se rend compte que du point de vue individuel, les individualités commencent à se réveiller. Surtout avec... Mais déjà, là, on parle du papier. Quand on parle du papier, cela veut dire que déjà, le Paris Saint-Germain s'est qualifié péniblement pour cette étape de compétition, pendant que Liverpool, quand même, s'est mis beaucoup plus dans de bonnes dispositions, comme je ne cesse de le dire, depuis le premier tour. Si on essaie un peu quand même d'analyser sous cet angle-là, on se rend compte quand même que c'est une équipe de Liverpool qui d'un cran au-dessus par rapport au Paris Saint-Germain sur le papier, même si le match va se jouer quand même sur l'herbe des Parcs et des Princes. Vous savez, cher Richard, oui, vous avez raison, sur papier, on peut partir sur du 55-45 pour Liverpool, vu l'état actuel des choses. Mais en Ligue des Champions, généralement, la compétition débute en février. Et on savait tous que les grandes équipes étaient censées se mettre à niveau à partir de février. Et c'était d'ailleurs ça les paris de Luis Enrique. Il disait que si vous voulez atteindre le vrai niveau du PSG, il faut attendre en février. Et là, on se rend compte que depuis quelques semaines maintenant, ils ont pris une telle vitesse de croisière qu'on dirait qu'ils ont aussi gommé toutes les imperfections qu'il y avait. Alors, on les attend maintenant face à un gros adversaire qui est Liverpool, parce que par les passés, ils ont perdu face aux gros. Tous les gros qu'ils ont aussi rencontrés, ils ont perdu face aux gros. Mais là, on se rend compte qu'ils sont dans une dynamique qui se rapproche au niveau de Liverpool, ce qui n'était pas le cas de quelques semaines. Dans une dynamique qui se rapproche un tout petit peu de Liverpool, mais quand même en Ligue 1, c'est presque une habitude pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que le véritable test pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas en Ligue 1, parce que ça fait quand même des années, depuis l'avènement des Qataris en 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui marche sur... Il n'y a presque pas d'adversité au niveau de cette compétition-là. Ah oui. Mais le véritable test pour Liverpool, c'est beaucoup plus au niveau, certainement, de la Ligue des Champions. Et oui, effectivement, parce qu'en Ligue 1, comme vous êtes en train de le dire, le PSG survole carrément le championnat. Depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Ils reviennent d'ailleurs d'une victoire 4-1 contre Lille, une équipe qui va jouer également en Ligue des Et Champions. qui a battu notamment le Real Madrid. En tout cas, franchement, il faut dire que le PSG, ils font peur, en tout cas, comme il était en train de dire Gaëtan Combi. Ils sont en tout cas sur une très très bonne dynamique. Mais je pense simplement que Liverpool part un peu favori sur ces matchs. Lui, il a parlé de 55-45. Mais moi, je pense que Liverpool part avec 60% des chances de gagner ces 60-40. matchs. Parce que vous voyez, Liverpool a eu ces week-ends, un week-end sans match. Donc, ils vont venir à Paris en étant frais. Pendant que, oui, ça peut également compter. Vous voyez, le PSG n'a pas tourné contre Lille. Ils ont utilisé tous leurs joueurs. Nous, Liverpool, ils étaient vraiment éliminés en coupe. Ils n'ont pas joué ces week-ends. Donc, ils ont eu le temps de préparer ces matchs et d'analyser l'adversaire. Ça fera à ce qu'ils viendront à Paris en étant frais. Ils viennent à Paris avec la casquette des favoris puisqu'ils ont été premiers de la phase classique dans la phase des groupes. Voyez-vous, ils sont à une seule défaite en Ligue des Champions, comme j'étais en train de le dire. En tout cas, ils ont une attaque foudroyante. Je ne vois pas, en tout cas, sauf miracle, cette équipe de Liverpool aller perdre à Paris. Ah, certainement, ils ne voient pas cette équipe de Liverpool aller perdre à Paris. On vous le concède, monsieur Yayouz. On est en train de parler de ces matchs dont le coup d'envoi ne va pas tarder à être donné au Parc des Princes, Paris Saint-Germain contre Liverpool. Un match au sommet des huitièmes de finale de l'UEFA à Champions League. Un match dont le sifflet a été donné à David Massa. C'est un arbitre très connu au niveau d'Italie. Et c'est un arbitre qui a déjà officié un match du Paris Saint-Germain. On se souviendra de ce match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Stuttgart avec une large victoire du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut dire quand même que ça va sourire au Paris? Ça s'annonce bien pour les Parisiens. Donc, déjà que le PSG n'a jamais été, parlant de cette saison, n'a jamais été en aussi grande forme. Moi, je pense que c'est les grands matchs qu'ils vont aborder en étant beaucoup mieux que tous les matchs tous les grands matchs qu'ils ont joués dernièrement, que ce soit face au Bayern, que ce soit face à Arsenal, que ce soit aussi face à Manchester City, même s'ils ont parvenu à renverser les Citizens. Mais on se rend compte que, moi je me rends compte personnellement que le PSG n'a jamais été aussi mieux.
pour prouver sa place en Europe, pour prouver que c'est une équipe qui peut aller reconquérir un titre européen. Là, je parle beaucoup plus de l'arbitre du match, David Massa. Pourquoi je parle de cet arbitre? Parce que quand même, ça fait polémique depuis plusieurs semaines déjà au niveau de l'Europe. Il y a beaucoup de controverses autour de l'arbitrage. Mais quand même, on sent quand même que côté italien, lorsqu'on fait confiance à cet arbitre-là, espérons qu'il ne pourra pas gâcher les matchs, comme ça a été le cas pour certains des arbitres au niveau européen. Actuellement, quand même, ça fait beaucoup trop de bruit. Oui, justement, on est dans une telle dynamique où il y a certainement des controverses dans tout le match. Aujourd'hui en Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, c'est encore un peu plus, ça a encore un peu plus de peps. En Espagne, c'est le cas depuis quelques années maintenant. Je me rends compte que c'est une dynamique qui s'est installée en Europe aujourd'hui. Lorsqu'on perd, c'est généralement à cause d'une décision arbitrale que l'on trouve désavantageuse à son égard. Mais moi, je pense que l'arbitre, oui, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui peut décider aussi s'il le veut du sort d'une équipe ou d'une autre. Mais moi, je pense que ça va jouer plus sur le terrain. En plus, j'ai fait confiance aux arbitres italiens. On a un précédent très positif avec les arbitres italiens. On a connu des grands arbitres comme Gianluca Rocchi, par exemple, qui étaient parfaits, qui ne subissaient aucune controverse, dont les prestations étaient louées par tout le monde. Donc, moi, je pense qu'un arbitre italien pour un tel match, si l'on s'en tient à la confiance qu'ils peuvent mettre les équipes sur les cours arbitrales, moi je pense que c'est les choix parfaits. Le contexte sur le plan arbitral, c'est un peu compliqué pour les arbitres, à tel point qu'à chaque match, il s'observe une certaine pression, une certaine charge sur les épaules des arbitres. Est-ce qu'on peut dire quand même que cet Italien sera à la hauteur de ces matchs-là, au vu du contexte actuel, surtout en France? Ah oui, en tout cas, on l'espère. Vous l'avez souligné lors du match contre Stuttgart. J'ai vu cet arbitre, il était en tout cas correct. C'est un homme qui force en tout cas le respect. Vous voyez, dans une époque où il suffit qu'il y ait une action pour que tu sois, en tout cas, dicté par le public de l'équipe qui reçoit. En tout cas, quand tu vois cet arbitre, lui, c'est quelqu'un qui tient à lui. Et puis voilà, il est ferme dans ses décisions. Tu les trouves un peu trop lucides. En tout cas, je pense qu'il sera l'homme de la situation pour ces grands matchs, pour ce show. Pour qu'il y ait une bonne situation, certainement, il faut qu'il y ait quand même des très bons acteurs sur le terrain. Parlons un tout petit peu des effectifs de ces deux formations. D'abord, côté Liverpool, on sent même que toutes les forces sont présentes côté Liverpool, avec des joueurs qui sont également, qui sont autant en super forme que ceux du Paris Saint-Germain. Virgil van Dijk l'a dit en conférence de presse d'avant-match que son équipe se portait bien, l'effectif est presque au grand complet. On n'a pas assez de doutes là-dessus côté Liverpool. Effectivement, à l'absence juste du jeune Connor Bradley qui supplée quelquefois. À ne pas confondre avec Bradley Barcola. Effectivement, des jeunes ayant presque le même. Ça allait faire un bon duel entre Bradley. Ça aurait en tout cas fait un très 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 bon duel parce qu'on connaît tous la capacité défensive des Bradley et Connor, parce qu'effectivement on se souviendra de son tacle contre Kylian Mbappé les jours du match où le Real, un tacle qui est ravageur, en tout cas resté dans les annales comme poster en tout cas sur toutes les affiches. En tout cas, Bradley qui va forcément manquer à cette équipe de Liverpool parce que c'est le seul latéral à vocation défensive. Trent, on ne peut pas lui faire confiance du côté de Liverpool parce qu'il est effectivement très fort avec une patte droite magique, capable de trouver n'importe quel attaquant avec sa patte droite, mais défensivement, c'est quelqu'un de très très fiable. On l'a vu contre Manchester City, Doku l'a éliminé 9 fois sur 11. Donc il s'est fait techniquement dribbler par n'importe quel joueur. Et lorsqu'on imagine qu'il aura face à lui un certain Bradley Barcola ou un certain Ousmane Dembélé, selon qu'ils seront en train de permuter, en tout cas, ça sera le maillon faible de cet effectif de Liverpool. Par contre, sur tous les autres secteurs, en tout cas, cette bataille du milieu de terrain également, elle va être très 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 importante parce qu'on connaît effectivement la force du milieu de terrain parisien, composé effectivement de la jeunesse, avec on va parler du Paris Saint-Germain. Effectivement, quand vous étiez en train de parler de ces effectifs, je pense également que l'effectif du côté de Liverpool, avec Mac Allister et Dominique Szoboszlai qui a monté en régime, effectivement le retour de Cody Gakpo qui avait une petite gêne au niveau de son genou, qui revient depuis
plus en plus. La forme de Luis Diaz, effectivement, avec le système de Arne Slot. On ne pourra pas parler de tout le monde parce qu'on parlerait également des Konaté et d'autres Effectivement. joueurs. Mais c'est que sur les côtés, à côté Liverpool, on est mieux armé On est pour mieux en armé. découdre. Et il faudra en tout cas faire attention à un certain Mohamed Salah qui, pendant ce mois de Ramadan, il va en tout cas nous promettre beaucoup de choses. On parlera certainement de Mohamed Salah à titre particulier. Gaëtan, il fait quand même des passés en revue l'effectif de Liverpool. Un effectif qui regorge quand même des joueurs à forte potentialité. Il n'y a pas assez de discussions là-dessus, côté effectif, comme on sent que côté Liverpool, il n'y a pas beaucoup de débats. C'est quand même une équipe qui est assise sur un effectif très solide. Très solide, oui, qui est là, dont la colonne vertébrale est là depuis quasiment l'arrivée de Klopp, ou les premières années de Klopp. Donc c'est sur les mêmes joueurs qu'on ajoute aux joueurs qui étaient déjà là, qui étaient des cadres il y a 2 ou 3, 4 ans. On y ajoute quelques éléments nouveaux qui peuvent venir apporter quelque chose de nouveau. C'est le cas de Luis Diaz, par exemple, qui est venu et qui a permis à cette équipe de Liverpool de retrouver un peu son explosivité sur son flanc gauche de l'attaque, après les départs, bien sûr, de Sadio Mané. Gakpo, Szoboszlai, tous ont s'y retrouvé leur niveau d'antan, leur niveau qu'ils avaient dans leurs précédentes équipes. Après, ce que moi je crains pour Liverpool, c'est que les faiblesses de Liverpool, les côtés faibles de Liverpool correspondent aux côtés forts du Paris Saint-Germain. Sur les côtés. Sur les côtés notamment. On sent que voilà, Trent Alexander-Arnold, c'est pas un très bon défenseur. On les dira tout le temps. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. C'est quelqu'un qui défensivement est très très friable. Et lorsqu'on voit qu'à son côté, il y aura forcément soit Barcola, soit Kvaratskhelia qui peut aussi dézonner à ces côtés-là, ou quasiment Dembélé, on s'est dit que ça va faire beaucoup de mal à Liverpool, mais également le côté gauche où Robertson n'a plus ses jambes d'antan, n'a plus cette capacité, ces volumes de jeu d'antan, et qu'il aura à faire aussi à des flèches côté Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas Dembélé, ce soit Désiré Doué qui peut aussi dézonner. Il est devenu très doué. Surdoué. Tranquille. Aussi désiré, donc vous vous rendez compte que c'est compliqué, ça devient compliqué dès lors qu'on se rend compte que les côtés faibles de Liverpool correspondent aux côtés forts du Paris Saint-Germain, mais aussi cette bataille du milieu. On sait tous que Liverpool a débuté la saison sans un numéro 6. Ils ont aussi bricolé avec Gravenberch, qui a fait d'ailleurs ses preuves sur ces postes-là, mais on a senti que sur 2 ou 3 précédents matchs, on l'a senti un peu submergé à ces postes-là, notamment contre Everton et contre Aston Villa, je pense. Donc, lorsqu'on va lui opposer des jeunes joueurs très talentueux comme les jeunes Joao Neves, Vitinha ou l'ordinateur DJ du Paris Saint-Germain qui reste Fabian Ruiz, peut-être que c'est finalement un match qui correspond à un test pour plusieurs joueurs. Non seulement pour les deux équipes, mais aussi pour plusieurs joueurs, pour savoir si ce sont vraiment affirmés sur leur et aussi pour les spectateurs, parce que certainement il y a tout un paquet des joueurs qu'on pourra observer de très près et scruter, s'il faut le dire ainsi. Mais la question que j'ai envie de vous poser consiste à savoir les différentes revendications des entraîneurs après les matchs, parce qu'ici, avant le match sur le papier, on peut tous dire quand même qu'il y a de la jeunesse intéressante côté Paris Saint-Germain, mais ce qui m'agace un tout petit peu, après chaque match, en cas de défaite, on rebondit sur ça, on a perdu parce qu'on a un effectif trop jeune, ils ne sont pas encore expérimentés, mais pourtant, ces mêmes jeunes-là infligent des scores sanglants à des équipes, effectivement, qui ont des arguments. Mais c'est ce qui agace un tout petit peu. Lorsque ça gagne, les jeunes sont en pleine ascension, mais lorsque ça perd, on revient sur l'inexpérience. Ben justement, là, les entraîneurs, généralement, ils font allusion aux erreurs de jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'insouciance. Même c'est les expérimentés commettent quand même. Déjà, le football, c'est un jeu d'erreur. Oui, justement. Mais la particularité de la jeunesse, c'est l'insouciance. On joue sans trop de pression. Lorsque vous voyez, par exemple, les Barça jouer, ils peuvent vous infliger 8-0 et après, ils vont perdre face à Las Palmas, par exemple. C'est ce côté faible-là de l'insouciance. Et moi, je pense que c'est ce qui dicte les arguments des entraîneurs après les matchs. Mais moi, je pense que lorsque vous avez un jeune qui a certes 18 ans, mais qui a les statuts de Neves, qui a déjà joué sur les très hauts niveaux. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut
parler d'un joueur comme Lamine Yamal et dire qu'il fait des erreurs de jeunesse. Moi, je pense que ça n'existait pas. Ça dépend des jeunes. Ça dépend apparemment des vrais échappatoires. Oui, des vrais échappatoires. Parce que ces mêmes jeunes-là, ils font des preuves face à plus vieux qu'eux. Ils surclassent quasiment les plus expérimentés. Donc, moi, je pense que la jeunesse, c'est l'état d'âme, comme on l'a dit. La jeunesse, c'est l'état d'âme. On ne peut plus parler de la jeunesse en parlant on espère qu'il n'y aura pas d'état d'âme sur le terrain pour le match de tout à l'heure. Et côté parisien, on l'a dit, Gaëtan vient de marteler dessus. Certainement, il faut dire qu'il y a des jeunes très intéressants. On espère bien qu'après ces matchs-là, en cas de contre-performance, je ne le souhaite pas, qu'on puisse rebondir sur cet aspect de jeunesse. En tout cas, je ne vous choque pas, mais je suis parmi ceux-là qui pensent que l'expérience compte toujours. Dans ces moments de la compétition, il faut plus miser sur les joueurs qui ont de l'expérience. La jeunesse a toujours montré ses limites à un certain moment. Et effectivement, Gaëtan l'a dit, la jeunesse, elle est insouciante, elle ne se pose pas de questions. Des fois, l'expérience montre également ses limites. Parce qu'il faut quand même dire que Gaëtan, c'est pas l'équipe la plus expérimentée des Ligues des Champions qui forcément la remporte au in fine. En tout cas, sur ce point, on est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous connaissez, vous allez accepter avec moi que le Real remporte ses matchs par expérience. Expérience d'Aurélien Tchouaméni. L'expérience, parce qu'ils ont ils ont quand même des joueurs qui frisent la quarantaine. Et pour ça, je suis d'accord avec vous. Si vous parliez, par exemple, d'un mélange entre jeunesse et expérience, là, je suis d'accord. Effectivement, mais lorsque les choses deviennent compliquées, à quel joueur les Real fait recours, par exemple, si je dois me baser sur les Real? Ils font recours à effectivement des vieux. Ils font rentrer un certain Luka Modric. Voyez-vous, ils ne te feront pas rentrer un jeune joueur de 18 ans comme des joueurs comme Neves ou par exemple, mais je ne doute pas de son talent, bien sûr, mais à un certain moment, moi je pense que cet argument, c'est un argument qui compte. La jeunesse a toujours eu ses limites. Et sur ce genre de matchs, moi, j'étais mettre des joueurs avec tellement d'expérience. J'ai titularisé un Fabien Ruiz au milieu de terrain. J'ai titularisé quelqu'un comme Vitinha au milieu de terrain. Kimpembe dans l'axe. Effectivement, et pour vous, des jeunes comme Désiré Doué, il faut les laisser. Richard, si vous le permettez. Moi, je ne sais pas encore si on peut vraiment dire que l'expérience est contraire à la jeunesse. Parce que j'ai l'impression que nous tentons d'opposer l'expérience à la jeunesse. Pourtant, on a vu, par exemple, lorsque vous avez donné l'exemple du Real Madrid, pour retourner les matchs contre City, ils mettent qui? Ils mettent c'est Rodrigo qui vient renverser les matchs contre City. Il n'est pas trop vieux, pendant qu'ils avaient plus vieux que lui, qui n'avaient pas fait des différences. Moi, je pense que la jeunesse, comme je l'ai dit, dans le football, surtout, c'est l'état d'âme. C'est l'état d'esprit, c'est l'état d'âme. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un jeune comme Vinicius, par exemple, il a combien? 22, 23 ans. Mais il a l'expérience qui va au-delà de certains joueurs qui sont beaucoup plus âgés que lui. Vous avez besoin de faire des différences. Vous faites recours à ces vieux joueurs-là ou au talent de Vinicius. Moi, je pense qu'il ne faut pas systématiquement opposer la jeunesse à l'expérience. Merci beaucoup parce qu'on ne pourra pas... Vous regrettiez... L'émission n'est pas axée sur l'expérience. On parle certainement de ces matchs à qui oppose Liverpool ou Paris Saint-Germain à l'équipe de Liverpool tout à l'heure. Et pour vous faire plaisir, peut-être, Yaous, déjà, Opta place Liverpool en tête des équipes qui ont beaucoup plus de chances de remporter la Ligue des Champions. In fine, avec 19% des chances contre seulement 9% pour le Paris Saint-Germain, à qui n'est même pas dans les top 5. Donc, ça dit tout. Bon, ce ne sont que des chiffres. Effectivement, ça dit tout. Ils sont déjà à 19% des chances de gagner cette compétition. En tout cas, ils en ont les armes. Ils l'ont prouvé. C'est une équipe, quand même, on parle quand même d'une équipe qui a battu le Real, qui a battu Milan. C'est quand même une équipe qui a... Même Lille a battu le Real. Effectivement. Il faut faire attention avec les Real en Ligue des Champions quand même. Ouais. Liverpool a toutes les armes, en tout cas, pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Et là, quand même, il faut le dire, les Opta, c'est quand même parmi les meilleurs statisticiens. En football, il n'y a pas mieux qu'Opta. Lorsqu'on place Liverpool en tête, c'est pas pour rien. C'est basé quand même sur des évidences. Justement, des chiffres. Quand même, ils ont fini la saison régulière en tête de la Ligue des Champions. Ils vont gagner les championnats d'Angleterre où ils ont quasiment survolé la saison. Donc, c'est légitime de le mettre là-bas. Après, dans les footballs, comme vous l'avez dit, c'est un sport un peu métaphysique.
vous pouvez tomber sur certains aléas et voir tout partir en fumée. Et généralement, c'est pas celui qui avait les gros pourcentages, les gros pourcentages des probabilités de gagner la Ligue des Champions qu'il a toujours remporté. Par le passé, il y a Manchester City qui était le top de favoris, mais ils en ont gagné qu'une seule fois. Et donc, cette saison, on a vu quand même la Juventus de Turin se faire humilier. Là, c'est Milan également, pour ne citer que ces deux équipes qui étaient pourtant bien pointées au niveau de cette compétition. Mais aussi, s'il faut revenir quand même dans l'histoire, on se rend compte que les deux équipes, peut-être n'ont pas la même histoire, pas même peut-être, parce que Liverpool, c'est au moins 6 trophées de Ligue des Champions, dont les tout derniers remportés en 2019 exactement, contre 0 trophée pour le Paris Saint-Germain, qui court toujours derrière ces trophées, mais sans succès. Et du côté Liverpool, on veut rajouter une autre étoile. Ah, justement, on a l'impression qu'au Paris Saint-Germain, chaque saison, toutes les saisons se ressemblent finalement. Aujourd'hui, ils pensent trouver la meilleure formule avec la jeunesse, avec tout ce que propose, la recette que propose Luis Enrique. Donc, moi, je pense que tout se dictera par celui qui se qualifiera. Celui qui se qualifiera à cette étape, avec les étapes qui vont suivre bien évidemment, surtout qu'il y a un boulevard après, moi je pense que celui qui se qualifiera aura beaucoup plus de probabilités. C'est le genre de match que lorsque vous gagnez, à l'époque, l'instrument de mesure des champions, c'était le Bayern Munich. Aujourd'hui, moi je pense que si le PSG parvient à éliminer Liverpool, ils n'auront aucune excuse de ne pas aller jusqu'au bout. Surtout vu la force des frappes qu'ils ont actuellement. Liverpool est en quête quand même d'un 7e couronnement au niveau de l'UEFA Champions League, et le Paris Saint-Germain a fait quand même avoir enfin une étoile qui l'échappe. Ça fait déjà plusieurs années. Je pense que c'est trop pour le Parisien. Et Liverpool également sait aussi que les Parisiens ont besoin de cette étoile, et pour l'avoir, il faut à tout prix battre, déjà éliminer Liverpool sur son passage. Effectivement, la tâche ne sera pas facile. Il faudra en tout cas éliminer Liverpool. Paris qui recherchent en tout cas cette première étoile depuis très très longtemps. Ils ont investi tellement d'argent sur beaucoup de joueurs, mais ils n'arrivent toujours pas encore à gagner. Et Liverpool, on n'en parle pas, c'est un géant d'Europe. C'est une équipe quand même qui a 6 Ligues des Champions. Et ça, méfiez-vous, ça finit toujours par compter. Il y a toujours le charme du gagnant. C'est lui qui a déjà gagné. C'est charme qui les poursuit. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a ces fleurs-là, c'est quelque chose que tu comprends pas, qui te poursuit quand tu as déjà gagné. Alors, Liverpool sera en tout cas à la recherche de cette septième Ligue des Champions pour ainsi arriver à la hauteur du Milan aussi. Et pourquoi pas essayer d'aller titiller les Real qui est déjà assez loin en Ligue des Champions. Avec 15 étoiles. Mais Gaëtan, il faut le dire, parce qu'on est en train de terminer ou de chuter avec cette émission. Il faut quand même dire que depuis un certain moment, il y a une petite menace du Qatar par rapport à son sponsoring pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut également, certainement, on essaie un peu quand même de parler de cette affaire de Nasser El Khelaifi dans cette histoire de la Gardère, tout ce qui a trait avec. Mais est-ce qu'on peut dire que certainement cette menace, c'est pas également un agacement des Qataris après tout ce qu'ils mettent comme moyen, mais au finish, il n'y a pas de trophée. Et cette saison, c'est la saison de trop pour les Parisiens sans trophée. Moi, je pense que oui, les côtés sportifs influent toujours sur les côtés politiques parce que ils ne lésinent pas à mettre de l'argent. Chaque saison, ils mettent beaucoup d'argent. Mais moi, je pense que clair au début. Ils sont venus en 2011. Depuis 2011, c'est pour remporter la Ligue des Champions. C'est tout ce qui manquait au PSG. Après, comme vous l'avez dit au début, c'est pas un championnat. Les championnats de France, c'est pas au fait l'objectif du PSG avec tout ce qu'ils mettent comme moyen. Bien sûr, le gagner, c'est un bonus. Mais après, moi, je pense que cette saison, c'est une saison de trop. Parce qu'ils auront au moins essayé cette saison quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé. Ils ont opté sur la jeunesse. À l'époque, ils achetaient des Galactiques, Zlatan Ibrahimovic. À un certain moment, ils ont pris même David Beckham. Ils sont partis dans leur aventure avec Messi, Neymar, toutes les grandes stars d'Europe. Mais aujourd'hui, ils ont changé de politique, surtout qu'ils ont perdu, bien évidemment, Kylian Mbappé. On a l'impression que c'est une équipe qui est taillée sur les collectifs. Rien que sur les collectifs, la jeunesse. Il n'y a pas un arbre qui cache la forêt, il n'y a pas une star pour qui on joue. Et donc, s'ils ne parviennent pas à gagner avec cette politique aujourd'hui, moi je pense qu'ils auront vidé tous les réservoirs, ils auront tout essayé. Et dans ces cas, il faudra être conséquent, il faudra peut-être partir. Il y a aussi, ils n'ont presque pas de choix. Ce n'est pas aussi forcément
Oui, c'est leur politique, mais une politique qui est dictée par une certaine réalité du moment. Le Paris Saint-Germain n'attire presque plus. Aujourd'hui, il y a même les stars. Peut-être à moins que ce soit pour des raisons d'argent, mais sur le plan sportif, ça n'attire pas. En tout cas, la Ligue 1, ce n'était vraiment pas... McAllister n'est pas attiré par le Paris Saint-Germain. McAllister est champion du monde, attention. Il faut faire attention à des gars comme ça. C'est des joueurs avec un hype un peu plus... mais c'est pas quand même les meilleurs joueurs du monde. Qui rêvent. Actuellement, il fait vraiment partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais il est malheureusement sous-côté. Des gens comme ça, c'est des héros dans l'ombre. Ces gars, ils ne perdent quasiment pas les ballons. Il est toujours calme. Il temporise. Parlons du Paris Saint-Germain. Il est dans les tempos. Continuons à parler du PSG. Vous voyez ce que je vais dire? Même Montpellier a su gagner les championnats sans argent. Donc, le PSG, on ne l'attend pas au niveau de la Ligue 1. On l'attend au niveau de la Ligue des Champions. Et je comprendrais que les investissements des Qataris, que ces investisseurs-là, ils puissent au bout d'un moment avoir... c'est dire que c'est trop. Nous mettons beaucoup d'argent. Ils sont même dans un projet de vouloir construire un nouveau stade et déménager au parc. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont essayé tellement de stratégies. Ils ont ramené à Paris tous les grands joueurs du monde, mais ça n'a pas marché. Et en tout cas, comme Gaëtan l'a dit, aujourd'hui, ils ont essayé une nouvelle méthode, celle de basée sur le collectif. Si vous regardez l'équipe de Paris Saint-Germain cette saison, ils n'ont presque aucune star qui est au-dessus du lot, qui est celui sur qui tout le monde compte. Peut-être Ousmane Dembélé qui est en train de reprendre sa forme, mais vous voyez quand même c'est une équipe où les dangers peuvent venir de partout. Et c'est ça qui me plaît en tout cas dans cette équipe de Paris Saint-Germain. On verra en tout cas un très 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 beau match de football ce soir. Et là pour terminer, bien sûr, on va parler quand même on ne peut pas ne pas parler de Mohamed Salah, l'Égyptien, le pharaon qui est en train quand même de marcher sur le football européen. D'aucuns pensent que c'est le meilleur joueur du moment au niveau mondial. Est-ce que déjà, vous partagez cet avis et vous êtes d'accord que c'est les joueurs les plus surveillés pour ces matchs de tout à l'heure? Absolument, à 100%. Mohamed Salah, le deuxième ballon d'or africain, lui est en train de lui tendre la main, en tout cas après celui de George Weah. S'il continue sur cette lancée, rien ne peut lui empêcher de remporter ces ballons d'or. En tout cas, Mohamed Salah, ce soir, c'est le joueur sur qui tout le monde attends, en tout cas, c'est les joueurs sur qui tous les projecteurs sont braqués parce que Mohamed, en tout cas, il porte à lui tout seul Liverpool. Et c'est ça les dangers, comme Gaëtan il était en train de les dire. Contrairement à Paris, où les dangers peuvent venir de partout, Liverpool a une sorte de Salah dépendance. Vous voyez, c'est quand Liverpool marque ou a fait des passes décisives, c'est toujours Salah qui est sur la fête des statistiques. Et c'est ça, en tout cas, qu'il faut. C'est le piège du match de ce soir. J'ai peur que si Salah est muselé ce soir, que Liverpool ne puisse être dans l'incapacité de produire son football. Mais en tout cas, en tant qu'analyste, j'ai prononcé quand même pour une petite victoire de Liverpool. Ça fera quand même du bien de voir cette victoire à Paris. Mais là, on parle de Mohamed Salah et on sait que côté Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui est expert en sale boulot, c'est Presnel Kimpembe. Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment de les lancer et de lui donner, de lui confier entre autres pour mission. Quand même, ça fait plus d'une année qu'il n'a pas joué. S'il aurait pour mission quand même de museler, si pas de mettre hors d'état de nuire Mohamed Salah, ce serait quand même une bonne affaire pour les Parisiens qui à coup sûr vont souffrir. Sur ses côtés, surtout que Nuno Mendes ne défend pas aussi très bien. C'est quelqu'un qui est aussi très bon offensivement, mais défensivement, il aura vraiment du mal à prendre Salah. Mais moi, je ne comprendrais pas pourquoi on mettrait Kimpembe latéral gauche pour aller museler Salah dans un match où le Paris Saint-Germain aura le ballon. Juste pour les sales boulots. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, Sergio Ramos avait réussi les coups face au même Mohamed Salah. Donc ça veut dire, en termes de sales boulot, ce n'est pas exclu également qu'on lance Kimpembe notamment. À Anfield, je comprendrai parce qu'ils seront en difficulté. Liverpool sera très haut. Tout dépendra évidemment du dénouement du match d'aujourd'hui, disons du dénouement du match de ce soir. Mais moi, je pense que à l'extérieur, oui, ça peut se comprendre, mais à domicile, dès lors qu'ils auront le ballon, forcément, ils auront la possession, ils seront chez eux. Liverpool les attendra et tentera de les surprendre en contre. Mais je vais un peu revenir sur ce que venait de dire Yayou, sur le fait que Liverpool a une sorte de Salah dépendance cette saison. Moi, je pense que le rôle de Salah dans l'ombre aussi est impressionnant parce qu'il cristallise l'attention des défenseurs adverses
Raison pour laquelle vous voyez des joueurs comme Luis Diaz qui ont presque les mêmes qualités que Mohamed Salah. Bien sûr, c'est pas le même profil, les mêmes compétences. C'est à ce moment-là que ces joueurs-là trouvent aussi de l'espace. Parce que tout le monde est focus sur Salah. Et ces joueurs-là sortent du lot. C'est le cas de Luis Diaz, de Gakpo, de Jota aussi, qui peut, en quelques fois, c'est mieux en buteur. C'est un véritable finisseur. Ou Darwin Nunez aussi. On peut en parler. Les joueurs, il y en a. Donc, moi, je ne pense pas que le fait pour le PSG de se concentrer sur Salah peut totalement, disons, annihiler les côtés offensifs de Liverpool. Moi, je pense que bien au contraire, ça peut permettre à d'autres joueurs de profiter un peu de cette attention mise sur Salah pour trouver de l'espace et faire des différences. Quoi qu'il en soit, avec ou sans ballon, Mohamed Salah, c'est un mordant. Oui ou non, c'est le meilleur joueur au niveau mondial actuellement? Actuellement, oui, bien que je reste sur Pedri. Mais je pense que, parce que moi, je ne suis pas très amoureux des statistiques, ça c'est un. Pour moi, les meilleurs footballeurs au monde, c'est pas seulement les statistiques, c'est pas marquer des buts, faire des passes décisives. Je vois plus l'impact du joueur sur son équipe. Et bien évidemment, Mohamed Salah, aujourd'hui à Liverpool, c'est les meilleurs. En Angleterre, c'est les meilleurs. Mais je trouve plus de passion en regardant Pedri jouer aujourd'hui. Je m'identifie dans les jeux de Pedri et dans les jeux de Salah. Et là, ça ne nécessite pas une réaction côté Ayoub. Je pense bien que il n'y a pas de débat parce que vous avez déjà donné votre point de vue là-dessus. Vous aviez dit que c'est lui le ballon d'or, c'est lui le meilleur joueur du monde. Gaëtan a donné son point de vue. Effectivement, permettez dans 10 secondes que je chute par rapport à ce que Gaëtan a dit. C'est très grave. En tout cas, c'est grave. C'est très grave parce que pour moi, le meilleur joueur du monde, et c'est lui qui fait gagner son équipe. Pas c'est lui qui fait du beau jeu. Et jusque-là, Pedri fait gagner son équipe. Pour moi, Liverpool. Le FC Barcelone est premier au niveau de la Liga et ils sont bien embarqués pour la Ligue des Champions. Effectivement, ils sont bien embarqués. Donc Gaëtan n'a pas tort. Écoutez, il a tort. Il a tort dans le sens qu'il pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Et c'est lui qui fait le beau jeu, mais c'est lui qui n'est pas sur les stats, lui qui ne se fie pas aux statistiques, mais c'est grave, ça c'est grave. Pourquoi? Parce que Salah, regardez toutes les statistiques, il est soit buteur, il est passeur. J'ai appris qu'on avait que 10 secondes, on est vraiment à la fin de l'émission. Effectivement, on comprend votre passion, on comprend votre amour envers les pharaons, mais ce qui est sûr, c'est pas. On pourra avoir une émission consacrée à Mohamed Salah très prochainement, mais ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, nous nous sommes beaucoup plus apaisantis pendant toutes ces minutes sur ces chocs au sommet des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League opposant le Paris Saint-Germain à l'équipe de Liverpool tout à l'heure. Dans quelques instants, ce match sera lancé, mais il n'y a pas que ce match qui est au menu pour tout à l'heure parce qu'il y a quand même des matchs entre Bayern Munich contre Bayer Leverkusen qui vont s'affronter et Benfica à Lisbonne contre l'équipe du FC Barcelone. Entre autres, sont des matchs qui sont au menu pour ce mercredi. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous, Gaëtan, quand même d'avoir apporté une certaine lumière. L'important dans cette émission, c'est pas qu'on soit bien entendu ou bien compris, mais l'important est qu'on donne son ressenti et son point de vue. N'en déplaise à Yayoub. Oui. Ah, c'est de bonne guerre. Merci beaucoup. Merci également à Yayous d'avoir défendu surtout les panafricanismes dans cette émission avec Mohamed Salah. En tout cas, nous avons senti votre côté équilibriste. Je vous remercie effectivement, monsieur. Sinon, on allait en découdre. On aurait dû en découdre sur le bon, mais c'est des bonnes guerres, comme vous l'aviez dit. Entre scientifiques, il n'y a toujours pas de violence. C'était une très bonne émission. Merci beaucoup. Une très très belle émission. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, monsieur Richard Mouima. On se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité sportive sur WAP Info TV. Merci beaucoup. Salut.